Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on est accompagné de Zoé Dubus, qui est historienne, notamment dans le milieu des psychédéliques. Du coup, Zoé, je t'invite à te présenter. Ouais, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Nu, pour ton invitation. Je suis ravie d'être là et puis d'avoir cette petite discussion sympa tous les deux. Donc, je suis historienne de la médecine. Ça, c'est ma discipline. Et je suis historienne contemporaine. Donc, ça veut dire que je m'intéresse du 19e siècle jusqu'à nos jours. Et plus spécifiquement, je suis spécialisée dans l'histoire des psychotropes, donc de toutes les substances qui modifient l'état de conscience. Donc pas seulement des psychédéliques, en fait, il y a beaucoup de demandes en ce moment pour comprendre l'histoire des psychédéliques. Donc c'est pour ça que je communique beaucoup sur ça en ce moment. J'ai écrit beaucoup d'articles sur ces sujets parce qu'il y a un intérêt vraiment très spécifique là de la société aujourd'hui. Mais en fait, je travaille sur le cannabis, sur la MDMA, sur l'opium, la cocaïne, etc., etc. Donc mon travail, c'est d'essayer de comprendre comment toutes ces substances qui étaient à l'origine des médicaments, donc des substances très positives, qui allaient faire du bien, et en plus qui, à leur époque, ont révolutionné la médecine. Donc c'était pas des petits médicaments, c'était vraiment des médicaments très importants. Donc comment on est passé de c'est des médicaments, c'est très bien, prenez-en, à c'est des drogues très dangereuses, on les utilise plus du tout en médecine et même on interdit leur consommation aux gens en général. Donc ces substances, elles n'ont pas perdu leur propriété thérapeutique. C'est nous qui avons changé de regard sur elles. Et donc moi, mon travail, c'est d'essayer de comprendre toute leur histoire en tant que médicaments. Donc j'étudie comment elles étaient utilisées en médecine, pourquoi est-ce qu'on a arrêté de les utiliser, mais aussi qu'est-ce qui fait qu'à une période plus récente, on s'intéresse à nouveau à leurs propriétés thérapeutiques et éventuellement on les réhabilite. Voilà, donc ça c'est vraiment mon champ d'expertise. Et en ce moment, plus spécifiquement, fais un post-doctorat. Donc normalement, quand on finit sa thèse et qu'on a son doctorat, on est censé pouvoir enseigner à l'université. Mais il n'y a pas de poste. Le milieu est complètement bouché, il y a de moins en moins d'argent qui est mis dans l'université alors qu'il y a de plus en plus d'étudiants. On a inventé ce statut de post-doctorat qui veut dire que en attendant d'avoir un poste, en général, on attend 10, 15, 20 ans, on fait de la recherche. Et c'est très compliqué. Et moi, j'ai la chance d'avoir eu un poste de post-doctorat au Canada. Et je travaille en ce moment, donc pour 2 ans, sur les évolutions méthodologiques qui ont été réalisées par des femmes dans le milieu psychédélique des années 50-70. Donc il y avait plein de femmes qui étaient médecins, qui étaient psychologues, psychanalystes, qui ont participé à l'histoire des psychédéliques en Occident. Et bah, elles étaient très importantes, elles publiaient plein d'articles, elles faisaient partie des grandes stars des psychédéliques de l'époque. Mais aujourd'hui, on les a complètement oubliées. Alors c'est très commun dans plein de domaines scientifiques, mais dans plein d'autres domaines aussi. Et donc voilà, mon travail, c'est en ce moment d'aller retrouver les travaux, les articles de ces femmes pour les replacer à leur place dans l'histoire des psychédéliques et aussi voir quelles propositions elles ont fait à leur époque pourraient bénéficier aux thérapeutes aujourd'hui qui reprennent les études sur les psychédéliques. Parce qu'il y a plein de leurs méthodes qu'on a adoptées. Par exemple, le fait d'écouter de la musique pendant les séances sous psychédéliques, le fait d'avoir deux thérapeutes qui restent en permanence avec la personne. Tout ça, c'est des femmes qui ont mis en place ces techniques-là. Mais elles ont développé plein d'autres techniques, en fait, qui peut-être pourraient aussi servir aux médecins aujourd'hui. Voilà. Ok, bah merci beaucoup Zoé. Du coup, moi rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un petit YouTuber qui parle d'un petit peu toutes les substances avec un focus particulier sur les psychédéliques où je partage mon expérience et mes conseils. Et voilà. Et du coup, Zoé, bah avant qu'on commence à parler de ton voyage, où tu as fait un colloque psychédélique et où tu as visité entre autres la maison d'Alexander Shulgin, juste une question par rapport au fait que tu as dit que tu t'intéressais à toutes les substances. Tu penses quelles sont les substances, ou plutôt les familles de substances qui ont, on va dire, un intérêt thérapeutique? Parce que moi, dans ma vision personnelle, j'ai l'impression que les seules molécules qui peuvent avoir un intérêt thérapeutique, c'est la classe des psychédéliques, c'est-à-dire avec lysergamide, tryptamine, phénéthylamine, et je dirais la classe des dissociatifs, un peu tout ce qui est kétamine, et les empathogènes, tout ce qui est MDMA. Le reste, j'ai l'impression que c'est un usage comme par exemple la cocaïne, l'héroïne, les benzos,
qui en général peut être addictif ou dangereux, etc., et qui n'a pas forcément un intérêt thérapeutique. Du coup, je veux bien ton avis sur cette question. À toi. Alors, d'abord, l'usage thérapeutique, c'est quelque chose qui est très varié. Donc, par exemple, si on parle de la morphine, c'est un psychotrope. C'est un psychotrope qui est très addictif et qui pourtant est essentiel à la médecine depuis le 19e siècle, depuis qu'on l'a découvert, parce que ça permet d'anesthésier, enfin de soulager la douleur. Donc la cocaïne, c'est le premier anesthésique local qu'on a découvert. Et du coup, ça a été une immense révolution en médecine quand, dans les années 1880, on a découvert cette propriété de la cocaïne. Et ça a donné lieu à une deuxième révolution en médecine au tournant du siècle, donc dans les années 1900, quand on a inventé la technique de la péridurale grâce à la cocaïne. Donc rien que pour ça, tu vois, la cocaïne, ça pourrait être utilisé encore aujourd'hui pour faire des anesthésies locales. Ça l'est plus parce que dans nos représentations, on pense à la cocaïne seulement comme une drogue et donc comme une substance dangereuse qui va créer des addictions, qui va être toxique. En réalité, il y a des études qui ont été faites, qui ont été refaites en 2005, en France d'ailleurs, c'est assez étonnant pour le souligner. D'habitude, en France, on fait pas trop d'études sur ces produits. Donc une étude de 2005 qui montrait qu'en fait la cocaïne est moins toxique que d'autres substances qu'on utilise aujourd'hui en chirurgie. Donc voilà, nos représentations, elles impactent négativement des substances qui en fait pourraient être très utiles en médecine. La cocaïne, c'est aussi un stimulant et du coup, on pourrait imaginer que ça puisse être utilisé dans plein de types de pathologies aussi. Le cannabis, c'est une substance qui a plein de propriétés thérapeutiques, de soulagement de la douleur. C'est un antiémétique, donc ça évite de vomir dans plein de pathologies, c'est utile. Il y a aussi plein de pathologies dans lesquelles on donne des médicaments qui font vomir, donc ça permet de soulager ces effets secondaires-là. Il y a plein d'autres propriétés du cannabis. Donc voilà, en fait, toutes les substances ont un certain nombre de propriétés. Si tu parlais de l'héroïne, eh ben, l'héroïne, c'est un très bon antitoussif. Ça arrête la toux. C'est pour ça que ça s'appelle héroïne. Parce que quand on a découvert l'héroïne en 1900, la maladie la plus importante de l'époque, c'était la tuberculose. Et la tuberculose, c'est une maladie où on tousse beaucoup et au bout d'un moment, on crache du sang. Et on meurt à la fin. Et donc, l'héroïne ne permettait pas de soigner la maladie, mais elle permettait de soulager la toux et donc de soulager vraiment hyper efficacement les patients. Donc voilà, rien que pour ça, ça pourrait être intéressant de réutiliser l'héroïne. Et d'ailleurs, la cocaïne, par exemple, n'est jamais sortie de la pharmacopée en France. C'est toujours un médicament. C'est toujours utilisé dans certaines pommades et dans des gouttes pour les yeux. Donc voilà, c'est ce qui est fascinant avec ces produits, c'est qu'à la fois on oublie leurs propriétés thérapeutiques, mais on oublie aussi en fait que ça reste des médicaments concrètement, mais leur usage est de plus en plus difficile, de plus en plus compliqué, et ça c'est au détriment des patients en fait qui pourraient en bénéficier. Ok, bah, en plus, tu as dit à un moment que la cocaïne, elle était utilisée en péridurale. Du coup, c'est bien quand une femme accouche, c'est ça, si je me trompe pas. C'est ça en fait, donc Ok. jusqu'au tournant du XXe siècle, on n'avait que des substances qui permettaient d'anesthésier de manière générale, donc complète, et ça, c'est des produits, par exemple le chloroforme, qui sont assez toxiques et qui, surtout à l'époque où on n'avait pas encore les méthodes modernes pour protéger les patients, causaient beaucoup de décès. Donc il y avait une recherche importante pour essayer de trouver une substance qui anesthésie, mais pas le corps entier et qui laisse la personne éveillée. En particulier pour les accouchements, mais aussi par exemple pour toutes les opérations du visage, euh, les, les dents, les yeux, etc. Et donc il y a beaucoup de recherches qui sont faites à partir du moment où on découvre que la cocaïne est un anesthésique local. Et ben on essaye au début ils injectent la cocaïne à l'endroit, juste à côté de l'endroit qu'ils veulent opérer. Et en fait ils se disent bah, si on peut l'injecter proche de la moelle épinière, ça va diffuser beaucoup plus le produit dans le corps et donc avoir une anesthésie qui va être à la fois plus longue et plus diffuse, donc sur une plus grosse partie du corps. Et donc ils font des recherches là-dessus et c'est comme ça qu'ils découvrent que c'est très utile pour cette nouvelle technique qui va être inventée, qui est la péridurale. Et c'est hyper médiatisé à l'époque. Le fait qu'on ait découvert une substance qui permette de soulager la douleur des accouchements, c'est considéré comme un progrès immense en médecine, en particulier en France. Parce qu'à cette époque-là, il y a ce qui s'appelle la fin de siècle.
C'est un moment où les Français, ils ont perdu la guerre de 1870, ils font de moins en moins d'enfants, et donc on sent qu'il y a la guerre, une nouvelle guerre qui va arriver, et les Français, ils ont vraiment l'impression que leur civilisation est en train de s'écrouler. Et donc le fait que on ait trouvé une substance qui soulage la douleur des accouchements, c'est mis dans les médias pour dire regardez, c'est génial, faites des enfants, repeuplez la France, on a la cocaïne et on a la péridurale. Le truc, c'est je m'imagine le gosse qui naît comme ça, c'est lui qui met la claque dans le dos du médecin et lui dit réveille-toi, il le fait pleurer. C'est pas à des doses, ça impacte pas du tout la santé ni le psychisme des bébés. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on fait des péridurales, on administre toujours des médicaments psychotropes. On n'administre plus de la cocaïne depuis les années 40-50 à peu près. Mais c'est toujours de la morphine. Je sais pas exactement quelle substance on administre aujourd'hui, mais c'est toujours des psychotropes. Ok, tu sais, le truc drôle que tu as dit par rapport au fait que l'héroïne était antitussif, tu dois savoir que, par exemple, il y a pas mal de médicaments comme la coédéine et le dextrométhorphane qui aussi sont des antitussifs qui ont été beaucoup détournés pour l'usage récréatif. Et tu sais, il y a pas mal de fois sur les forums, quelqu'un qui va faire une blague et qui va troll, il va dire waouh, je microdose le DXM et j'arrête de tousser, tu vois. Du coup, c'est drôle un petit peu de se rendre compte que l'usage détourné d'une substance ça peut la montrer complètement différemment. Oui, et d'ailleurs, c'est marrant que tu prennes le truc de ce côté-là. La redécouverte des propriétés thérapeutiques du cannabis, ça vient de ça, ça vient de l'usage récréatif. C'est les patients qui étaient atteints du sida à la fin des années 80 et au début des années 90, en particulier aux États-Unis, qui fumaient du cannabis par ailleurs, mais pas du tout pour des propriétés thérapeutiques, parce qu'on avait complètement oublié que ça en avait, qui se sont rendus compte que ça avait des bénéfices sur certains de leurs symptômes, notamment sur la douleur et sur les vomissements, et qui ont fait pression sur le milieu médical pour qu'on refasse des études en disant ça m'est très utile, ça soulage vachement mes symptômes. Il n'y a aucune étude sur ça, c'est un scandale, et on appelle ça l'activisme thérapeutique. C'est le fait que les patients se mobilisent pour réclamer de nouvelles études, notamment sur le cannabis à cette époque-là. Donc ouais, l'usage récréatif, il permet de retrouver en fait les usages thérapeutiques de ces produits. C'est Et ça, d'ailleurs, on ouais. ne consomme jamais une substance pour un but exclusif. Par exemple, rien que le mot récréatif, il est pas du tout performant en fait. Il permet pas du tout de décrire la réalité des usages. Quand on prend un produit pour faire la fête, on le prend aussi pour faire une expérience, par exemple, ou on le prend aussi justement pour soulager un certain nombre de symptômes qu'on peut avoir. Donc, en réalité, les raisons de l'usage, elles sont toujours très intriquées, très variables. Et surtout, par exemple, l'exemple du cannabis que tu as donné, le cannabis, il est utilisé depuis très très longtemps. Je me rappelle avoir cherché une fois, et au Cameroun, par exemple, les femmes, elles se frottaient le cannabis sur la peau. Du coup, même au-delà de l'usage actuel qui est principalement fumé, on va dire en huile pour oral, etc., c'était utilisé il y a très longtemps. Et même si aujourd'hui, cette substance, on veut dire qu'elle est relativement chère, à l'époque, à mon avis, c'était un petit peu une plante comme une autre qu'on pouvait utiliser, par exemple, comme pour se frotter sur la peau, etc. Oui, oui. Alors, je connais pas le contexte du Cameroun. Je connais pas non plus cet usage sur la peau. C'est intéressant. Mais oui, effectivement, de toute façon, jusqu'à la fin du 19e siècle, les populations, même en Europe, avaient l'habitude de pratiquer l'automédication et c'était la première forme et quasiment la seule forme en fait de thérapie qu'on avait. Les gens se soignaient par eux-mêmes et même de se soigner, c'est même un mot qui est un peu en décalage par rapport à l'expérience des gens. En fait, on prenait des produits pour se maintenir en bonne santé. Donc on avait à disposition toutes les plantes qui pouvaient pousser autour de chez soi. Donc au Cameroun, certes peut-être le cannabis, mais plein d'autres substances aussi qui ont peut-être été d'ailleurs détruites malheureusement au moment de la colonisation et dont on a tué aussi les personnes qui disposaient de ces connaissances sur ces plantes, comme ça a été le cas dans plein de contextes malheureusement. Mais oui, les populations locales, elles avaient des connaissances sur les plantes qui poussaient autour de chez elles et qui leur permettaient soit de soulager efficacement des symptômes, soit de rester en bonne santé. Ok, merci beaucoup. Bah, je vais pas trop t'embêter maintenant avec les questions parce que je t'ai promis
que qu'on allait Ah non, il n'y a sauter. pas de souci. Et je préfère garder pour la fin, parce que ton histoire, ça m'a hyper plu. J'ai suivi un petit peu ton aventure avec les photos que tu mettais sur les réseaux. Et du coup, je suis curieux de savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avec le colloque. Tu as croisé le fils de Timothée Leary, tu as visité la maison de Shulgi. Du coup, je t'invite à parler de tout ça et je te couperai de temps en temps pour te poser des questions. Ça marche. Hésite pas, hein, si je fais un tunnel, à me couper la parole. Je vais lever le doigt comme ça. Si tu me vois lever le doigt, c'est que j'ai une question. Ça marche. Ouais, alors moi j'ai beaucoup de chance de faire ce type de recherche à ce moment-là parce que j'arrive à un moment où il y a un intérêt pour les choses sur lesquelles je travaille et je suis l'une des seules au monde à travailler sur ces sujets. Donc forcément, on m'invite à plein d'endroits et j'ai la chance de rencontrer plein de gens passionnants. Donc j'ai bien conscience de la chance que j'ai et voilà, j'essaye de faire partager un peu ça sur les réseaux sociaux. Donc l'origine de ce voyage, donc déjà moi je dois aller de toute façon dans plein d'archives aux États-Unis et en Angleterre pour retrouver les archives des femmes sur lesquelles je travaille en ce moment. Donc j'avais prévu d'aller à côté de San Francisco, à Stanford, parce que c'est là qu'il y a les grosses archives de Betty Eisner, qui est une des psychologues sur lesquelles je travaille. Mais j'avais pas encore organisé mon voyage là-bas. Et il y a quelques mois, Erika Dick, qui est la principale historienne des psychédéliques, et j'ai la chance de travailler moi avec elle en ce moment pour mon postdoc, m'envoie un mail pour me dire est-ce que ça te dirait d'aller au Mexique? Et donc moi je dis ouais carrément. Et elle m'explique qu'en fait elle a été invitée dans un colloque secret sur lequel elle a aucune information. Elle sait juste qui sont les personnes qui l'invitent et la ville dans laquelle on va aller. Et elle me dit franchement, si ça te va, on y va ensemble parce que comme ça on peut se soutenir un peu. Donc moi j'étais refaite, trop contente de pouvoir aller au Mexique. Donc je me suis incrustée dans le colloque qui est donc organisé par deux chercheuses qui travaillent en sémantique, donc sciences du langage en Angleterre, qui font partie de l'organisation de la Breaking Convention, c'est la grosse conférence sur les psychédéliques en Angleterre qui a lieu tous les 2 ans. Et un truc a été financé par, j'ai pas très bien compris qui, mais genre un millionnaire qui s'intéresse aux psychédéliques, qui était même pas là pour le colloque, donc je sais pas pourquoi il a donné cet argent. En tout cas, il y a eu l'organisation de ce colloque au Mexique de 5 jours à côté de Puerto Vallarta, donc au bord de la mer, dans un lieu vraiment magnifique. Et donc on est invité là-bas par ces meufs et on n'a aucune information. On ne sait pas qu'on va faire. On ne sait pas le programme, on ne sait pas avec qui on va être, qui sont les autres personnes qui sont invitées. Et ça, jusque quand on arrive à l'hôtel, on sait toujours pas, et on doit se rencontrer le soir, et on n'a toujours pas d'infos sur où on va et qui on va rencontrer. Donc on était bien contentes d'être toutes les deux. Je sais pas, les gens qui sont venus tout seuls, ça devait être une expérience un peu chelou. Euh, En tout cas, voilà, on a enfin l'info le soir quand on arrive au Mexique, de l'endroit où on doit se rendre. Donc c'était sur une espèce de villa magnifique de plusieurs étages et sur le toit, c'était là qu'allait avoir lieu le colloque. Toit avec piscine, vue sur la mer qui est à 20 mètres. Enfin, c'était un lieu vraiment incroyable. Et donc dans ce colloque, il y avait Nietzsche Deveno, qui est, je ne sais pas comment elle se qualifierait elle, mais sa formation, elle doit être un peu en philo-éthique. C'est une des voix les plus importantes, je pense, en ce moment des psychédéliques. Elle est américaine et elle a participé pendant longtemps de manière vraiment premier degré à l'émergence et à la renaissance psychédélique. Elle a bossé avec MAPS. Et puis, petit à petit, elle s'est rendue compte des problèmes qu'il y avait dans ce milieu-là et elle a maintenant de plus en plus, elle est dans un discours qui dit il faut faire attention, il faut pas aller trop vite, il faut prendre le temps voilà, de bien étudier de manière éthique, à la fois pour les patients, mais pour le grand public, ces substances-là. Donc son travail, il est vraiment génial. Moi, j'avais eu l'occasion de la rencontrer déjà, mais j'étais contente de passer un peu plus de temps avec elle. Donc il y avait elle, il y avait Christine Hauskeller, qui est une philosophe anglaise qui travaille aussi sur les psychédéliques, qui a monté le premier cours sur les psychédéliques en Angleterre. Et donc il y avait aussi le fils de Timothy Leary,
euh, qui tient le podcast de Maps. Et c'était marrant parce qu'il se présente, donc on se présentait tous un peu comme on voulait, et lui s'est présenté juste avec son prénom. Et voilà, pas de problème. Mais sauf que moi, sa voix me disait quelque chose parce que j'écoute son podcast. Et mais j'arrivais pas à trouver qui c'était. Je me disais, je connais ce mec, j'ai jamais vu sa tête, mais sa voix me dit quelque chose. Et donc j'ai mis, je crois, 1 heure de discussion avec lui pour faire le truc de dire, ah putain, mais c'est le mec de Maps. Et donc j'étais contente, j'avais trouvé que c'était le mec de Maps. Et puis après, dans la conversation, en fait, je capte que le mec de Maps, c'est Zach Leary, et donc c'est aussi le fils de Timothy Leary. Et en fait, c'était marrant parce que des 5 jours, il y a des gens qui n'ont pas du tout capté que c'était Zach Leary. Parce il fait très attention à, voilà, il n'est pas juste le fils d'eux, évidemment. Et donc, c'était rigolo de voir qu'il y avait des gens qui n'avaient pas du tout pris la mesure qu'ils étaient avec lui. Et puis, il y avait plein d'autres gens. Il y avait des poètes, il y avait des thérapeutes, des philosophes, beaucoup. Donc, il y avait nous, Erika et moi, qui sommes historiennes. Donc, c'était hyper intéressant. C'était un peu... l'organisation en elle-même était très chelou parce que le but du truc, c'était de nous mettre face à nos limites, en fait, de nous faire un peu dépasser nos limites, surtout pour nous, universitaires, qui avons plutôt l'habitude de trucs hyper normés. Et là, c'était voilà, de nous confronter un peu à des activités qui sortent complètement de l'ordinaire. Euh, et que ce soit en soi une expérience psychédélique, en fait, de devoir lâcher prise et de se laisser porter par l'organisation. C'était super cool parce que du coup, ça nous a permis de créer des liens beaucoup plus forts et beaucoup plus intenses. Et puis, on passait toute la journée et une partie de la soirée ensemble tous les jours. Donc, voilà, c'était une super, super expérience. Euh, je sais pas si tu veux que je développe un peu plus. Ben, il y a eu quand même des interventions, on a appris des trucs, on a fait il y avait à la fin, en fait, dans les 2 derniers jours, les organisatrices nous ont dit, bon, ceux qui veulent venir présenter leur travail, vous pouvez. Donc, on n'avait rien préparé du tout, mais c'était aussi sympa de faire justement comme ça. Bah, j'ai vu ta vidéo aussi que tu avais mis sur YouTube de un... Oui, 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 bah ça m'a beaucoup plu, ça m'a fait rire en plus. c'est génial. Moi aussi, ça m'a fait du bien parce que peut-être on en reparlera après ou peut-être c'est maintenant. Mais depuis que je suis de cette partie de l'océan, je me rends compte d'à quel point le discours sur la médicalisation ici, il est ultra fort sur les psychédéliques. C'est quelque chose qui nous a été un peu reproché à la Société psychédélique française, dont je fais partie, que j'ai participé à fonder en 2017. Le fait qu'on axe beaucoup, ou qu'on présente beaucoup de trucs sur l'aspect médical des psychédéliques, alors que, encore une fois, hein, mais comme toutes les substances, les usages festifs, les usages expérientiels et tout type d'usages sont intéressants. Et nous, on a toujours eu un discours en disant, bah non, nous, à la Société psychédélique française, on fait quand même plein d'événements qui sont pas du tout liés au milieu médical. Et là, pour le coup, au Canada et aux États-Unis, c'est vraiment encore plus présent. Et ça devient, enfin, c'est assez désagréable en fait, parce que il y a une mainmise du discours sur cette médicalisation qui occulte complètement tous les autres types d'usages. Et ouais, c'est un truc qui me marque de plus en plus. Je ne sais pas trop comment lutter contre ça. Et donc, du coup, effectivement, l'intervention, son nom m'échappe tout à coup. Mais donc, c'est un mec qui est un entrepreneur dans le milieu des psychédéliques et qui fait des vidéos d'humour sur ces sujets sur Instagram, sur TikTok. Et donc, qui est venu faire une espèce de conférence sur l'importance de ramener de l'humour dans les milieux psychédéliques, de pas trop se prendre au sérieux. Et c'était hyper rafraîchissant et ça faisait vraiment du bien. Et du coup, je l'ai filmé, j'ai mis ça sur YouTube pour que ce soit accessible à tous. J'espère que j'aurai le temps un jour de la sous-titrer en français pour que ça soit accessible un peu plus. Mais ouais, c'était vraiment bien. Bah, en vrai, je suis d'accord avec toi sur ce point, parce que si on prend du recul et par exemple on voit la théorie de, je pense, de McKenna sur le singe tripé, le Stoned Ape, et même sans aller aussi loin,
les premières personnes qui ont consommé des psychédéliques, du coup des psychédéliques naturels, que ce soit les champignons, les cactus, etc., bah, au final, c'était pas des médecins, c'était pas des gens dans un cadre, etc. C'était quelque chose de très libre. Et je pense quelque chose Ça, on qui... peut pas, on n'en sait rien. Ok, ok. C'est vrai, Ça, on non, n'en c'est rien. sait absolument C'est rien. vrai. Et on a une espèce de, ouais, moi, je connais, alors très mal d'abord McKenna, le travail de McKenna. Et on a de manière générale une image assez fausse de ce que pouvaient être les sociétés de la préhistoire. Et d'abord, il faut vraiment insister sur le fait que c'est des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, sur tous les continents. Donc, il y a forcément des très grosses différences en fait dans les différents peuples, les différentes sociétés qui se sont créées. Et en fait, on n'en sait rien. Et ce qu'on voit dans les contextes archéologiques, pas que sur les psychédéliques, mais par exemple sur le cannabis ou sur l'opium, il y a plein de sociétés en fait qui depuis très 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 longtemps avaient des règles très spécifiques pour l'usage des psychotropes, avec seulement certaines personnes qui étaient autorisées à pouvoir en consommer. Donc, on n'en sait rien, on ne sait pas dans quel contexte s'étaient pris les premiers usages. Très certainement, justement, que, étant donné les effets que ça produit, les champignons ou certains cactus, que très rapidement, en fait, il y a eu des règles qui ont été mises en place parce que c'est ce qu'on fait toutes et tous, en fait, quand on prend ces substances-là, quels que soient les contextes, quelles que soient les époques qu'on regarde, il y a toujours des règles, en fait, qui sont mises en place et qui sont mises en place en premier lieu pour protéger les individus, en fait, pour dire comment est-ce qu'il faut bien consommer pour réduire les risques. Donc ça a certainement presque immédiatement toujours existé. Bah ouais, ça je suis d'accord avec toi parce que je pense que les expériences psychédéliques elles sont tellement surprenantes que voilà, il y a beaucoup de gens qui ont dû se faire feinter avec des doses énormes et qui ont voulu protéger les autres. Je me rappelle une fois où je descendais d'un trip à la 5-MeO DMT et avant d'être encore complètement redescendu, je voyais encore mes camarades avec des halos de couleurs et tout. Et eux, ils devaient expérimenter après moi. Je leur disais, baissez la dose, vraiment, baissez la dose, tu vois. Genre, Exactement. c'est ça. Et tu parlais du milieu médical, du milieu cadré, etc. Il y a une critique dans le livre MDMA Solo de la Castalia Foundation qui disait que le problème quand les thérapies psychédéliques sont faites dans un cadre, etc., c'est que les gens vont pas forcément remettre en question le cadre, on va dire d'une manière plus large, le cadre sociétal, les limites sociétales, etc. Et il dit la différence, c'est que quelqu'un, quand il va le prendre dans des conditions qui sont pas forcément cadrées, va pouvoir aller dans une, on va dire, dans une remise en question des schémas, du conditionnement qu'on nous a donné, alors que quand on est dans un cadre, même s'il va y avoir un effet sur la personne, antidépresseur, etc., la personne, elle reste toujours dans ce cadre et c'est pas, en tout cas, ce qui est écrit dans le livre, c'est que c'est pas l'esprit des substances de rester dans ce cadre et qu'on est un petit peu là pour se libérer et que justement, cette vision hyper médicale, etc., serait limitante ou serait même une manière de ne pas laisser les gens un petit peu se libérer, on va dire, du conditionnement qui a été fait à tout un chacun par la société. Alors, pour reprendre ce que tu as dit, moi, je fais très attention à, tu as dit, c'est pas l'esprit de ces substances. Et je pense pas qu'il y ait un esprit de ces substances. Je pense pas que les substances Ouais. doivent être prises dans un certain cadre pour pouvoir apporter toutes leurs propriétés. Je pense que tu as tout à fait raison, par contre, sur le fait que le cadre médical, il est limitant. La plupart des gens qui travaillent avec les psychédéliques, ils en ont conscience de ça et ils essayent de gérer comme on peut parce que de toute façon, on est dans la société dans laquelle on est et si on veut faire des thérapies avec ces substances, il va falloir créer un cadre et c'est ce qu'on est en train d'élaborer aujourd'hui pour essayer de trouver le meilleur cadre, celui qui soit le plus bénéfique à la fois pour les patients mais qui soit réaliste aussi parce que bah, il y a une réalité du milieu médical tel qu'il est aujourd'hui qu'il faut bien prendre en compte. Euh, Après, il y a aussi des gens qui sont pas du tout des psychonautes, donc des gens qui n'ont jamais pris de substances psychotropes autres que éventuellement l'alcool, euh,
et qui seront très rassurés par ce cadre-là et qui n'accéderaient jamais à ces substances dans un autre type de cadre. Donc ça reste de toute façon important d'avoir ce cadre très médical, très froid, très carré, parce que en réalité, pour la majorité des gens, c'est ce cadre-là qui est rassurant. Ce pourquoi il faut lutter, c'est de pouvoir conserver en fait l'ensemble de toutes les possibilités de prendre ces psychédéliques dans n'importe quel contexte et pas seulement dans le milieu médical, et que ce soit pas seulement le milieu médical ou maintenant de plus en plus le milieu des neurosciences qui pose le cadre ou qui pose le type de langage qu'on va employer pour décrire ces substances, parce que c'est limitant, c'est nécessairement limitant. Une question que je voudrais poser, hors sujet, pas vraiment, mais c'est quand je lis les études et on va dire l'utilisation thérapeutique de ces substances, quand je vois les prix qu'ils écrivent pour les substances, les prix que ça leur coûte, le prix est incroyablement élevé. Genre, tu vois vraiment, j'ai pas les chiffres en tête, mais ça, c'est des chiffres incroyablement plus élevés que le prix de la substance, on va dire un accès que, voilà, que tout le monde peut accéder d'une certaine manière. Du coup, comment t'expliques ça? Est-ce que c'est des bâtons dans les roues? Est-ce que c'est des bâtons dans les roues? Est-ce qu'il y a vraiment une raison derrière pour laquelle le prix est aussi élevé? Parce que sinon, à partir de ce moment-là, quelqu'un il va demander un verre d'eau durant sa thérapie, on va lui dire l'eau c'est 1000 euros le litre. Tu vois, genre, c'est la même C'est chose. un peu ça. Ouais, c'est ça. Alors, pour donner une idée un peu plus précise à ton public, récemment, donc, il y a la première étude en France qui a démarré sur la psilocybine, donc des champignons hallucinogènes, enfin une substance présente dans les champignons hallucinogènes. Donc la première étude en France, et moi j'ai été en lien avec l'équipe qui a démarré cette étude-là, au moment où, enfin pendant les mois et les années avant qu'ils démarrent l'étude, quand ils essayaient de la mettre en place. Et le laboratoire qu'ils ont contacté pour obtenir la psilocybine, donc c'est Usona, et ce laboratoire-là leur faisait payer 8 000 $ la dose de psilocybine, plus, et là c'est pas par dose, mais c'est, pas la dose, le gramme, pardon. 8 000 $ le gramme de psilocybine. Et ensuite, en plus du prix final de toutes les doses qu'ils allaient demander, il fallait rajouter 12 500 $ de GMP, c'est le Good Manufacturing Practice, donc ça veut dire que le médicament est bon pour la consommation humaine, qu'il est suffisamment sûr, qu'il est suffisamment contrôlé, etc. Donc c'est un coût qui est exorbitant. En plus de ce coût-là, il faut rajouter des coûts très élevés d'assurance parce que comme on est au tout début des études sur les psychédéliques et qu'il y a tout ce contexte de diabolisation, bah, chaque instance en fait se protège, que ce soit les patients, l'équipe en elle-même, l'institution qui finance, etc. Tout le monde veut se protéger, donc il faut payer des assurances aussi qui sont un budget faramineux. J'ai pas les chiffres là pour le coup. Mais voilà, en plus de ce coût-là, il faut rajouter le prix de psychiatres qui restent pendant une dizaine d'heures sur place en permanence avec les patients. Donc ça aussi, c'est un coût élevé. Voilà. Donc pour l'instant, ces thérapies à court terme, elles ont un impact financier qui est énorme et qui se justifie pour les laboratoires parce qu'on est dans un contexte capitaliste dans lequel quelques laboratoires qui savent et qui produisent ces substances savent que les équipes médicales sont obligées de passer par eux pour obtenir les substances, donc ils peuvent mettre le prix qu'ils veulent en fait. Ils savent que ça sera payé. Donc c'est malheureusement le contexte économique dans lequel on est aujourd'hui. Il faut espérer que ça se résorbe vite. Le problème pour les médicaments, c'est pas seulement pour les psychédéliques, hein. Il y a des médicaments qui sont essentiels et il y a un médicament, par exemple, pour donner un exemple autre que les psychédéliques et pour montrer à quel point c'est dramatique cette situation dans le milieu médical en général. Il y a un médicament qui était le médicament le plus cher du monde, qui coûtait plusieurs millions de dollars la dose. Jusqu'à il y a quelques années, il a été dépassé là récemment. Donc ce médicament-là permet de soigner les bébés qui ont une maladie dégénérative qui autrement les tue. Donc c'est quelques dizaines ou quelques centaines de cas de bébés qui naissent comme ça par an. Ce médicament-là permet de les sauver. Donc le laboratoire qui produit ce médicament sait très bien que dans les pays occidentaux, peu importe le prix, on va le payer.
Et c'est pas les parents qui vont le payer, c'est le système de santé de la France, par exemple, ou des États-Unis. Donc ces bébés qui naissent en Occident bénéficient de ce traitement qui coûte plusieurs millions parce que les États dans lesquels ils vivent peuvent payer. Les enfants qui naissent au Brésil, qui naissent en Inde ou qui naissent en Afrique du Sud, par exemple, et ben, eux, ils n'ont pas accès à ce médicament-là. Et donc, il y a des cagnottes qui sont faites. C'est terrible, hein. Je montre ça en cours, c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est vraiment un exemple qui est frappant et qui, là, pour le coup, il y a une question de vie ou de mort. C'est pas comme pour les psychédéliques. Donc les parents qui font des cagnottes pour essayer de récolter les millions qu'il leur faut pour sauver leur bébé. Et c'est absolument monstrueux en fait, hein. Mais le laboratoire en a absolument rien à foutre, puisqu'ils savent très bien qu'ils vont faire les millions qu'ils attendent avec les bébés occidentaux. Voilà. Donc le système médical sur les médicaments, c'est n'importe quoi. Et il faut qu'on se batte collectivement pour lutter contre ça, et c'est pas seulement dans le milieu des psychédéliques. Ok, ok, intéressant, parce que moi, l'hypothèse capitaliste, je l'avais, mais je me disais qu'il y avait aussi, genre, qu'on essayait de mettre des bâtons dans les roues à l'avancée des psychédéliques, alors que j'ai Pas l'impression que du tout. c'est juste des gens qui veulent avoir des poches encore plus remplies. Ok. Oui, oui, c'est ça. Et puis, tu vois, Usona, par exemple, j'ai vu des photos des bâtiments qu'ils sont en train de construire en ce moment, parce qu'ils vont faire, eux, des thérapies psychédéliques sur place dans leur structure. C'est hallucinant. Je peux même pas te décrire au niveau artistique, au niveau architectural. C'est magnifique, c'est gigantesque, c'est très bien pensé et ça sera accessible qu'à des millionnaires qui pourront se permettre d'avoir accès à ces thérapies-là. Donc non, il n'y a pas du tout une volonté de mettre des bâtons dans les roues de ces études. Au contraire, ils sont très contents de pouvoir vendre des médicaments très très chers parce qu'ils savent que les gens vont les acheter. Ok, je vois, c'est assez surprenant de se dire qu'au final, on facilite l'accès aux psychédéliques aux gens particulièrement riches, alors que les gens qui n'ont pas forcément les moyens, bah, le truc c'est que, bah, au final, les psychédéliques en eux-mêmes, on va dire le prix auquel la majorité des gens les achètent, c'est pas un prix très élevé. Je trouve que les psychédéliques, c'est Non, quand non. même pas cher si on le compare, je sais pas, à l'alcool ou au cannabis qui au final revient à un coût plus élevé aux consommateurs de ces substances, à mon avis. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est même l'information que les gens ont, etc. C'est-à-dire, je connais pas mal de gens qui sont peut-être un peu intéressés par les psychédéliques, ou au moins curieux, etc. Mais qui ont un énorme frein sur le fait que c'est illégal, tu vois. Oui. Bah, ça, c'est tout le problème de ces produits. Euh, et c'est ce pourquoi on essaye de lutter, nous, à la Société psychédélique française, pour donner accès à ces substances qui sont parmi les moins dangereuses en plus de celles qui peuvent exister, mais pour lesquelles il faut quand même des connaissances, hein. Donc, euh, au-delà du prix et du fait que ce soit illégal, l'information, la réduction des risques, c'est quand même essentiel. Donc, je profite du coup là de dire que il y a une équipe de la Société psychédélique française qui a créé le premier guide de réduction des risques en français sur les psychédéliques, qui est accessible en ligne, qui est gratuit, qui est hyper bien documenté, avec plein d'illustrations super. Donc voilà, si les psychédéliques vous intéressent et que vous avez envie d'essayer, c'est très important de bien vous renseigner dessus, et ce manuel-là est très bien fait. Yes, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et j'ai même une théorie. Ça serait que la paranoïa qu'on peut avoir, par exemple, en trip psychédélique ou même juste avec le cannabis, serait accentuée par le fait que la molécule, elle est illégale. Oui, oui, ça, il y a des études qui sont faites sur ça, et c'est très bien étudié. On sait pour toutes les substances, hein, d'ailleurs, que une partie des effets négatifs viennent du fait que ce soit illégal et que les personnes ont peur en fait, et ou sans avoir peur ont aussi une forme de culpabilité, l'impression de faire quelque chose qui est mauvais pour leur santé ou qui est mauvais dans les représentations que leurs proches pourraient avoir d'eux, ce genre de choses. Et donc c'est beaucoup ça qui crée les expériences qui peuvent être vécues difficilement. Je reviens sur ce que tu disais du prix. Et pour te donner un autre exemple, on a parlé en off tout à l'heure des canettes que j'ai montrées, parce que j'ai pas raconté, mais si tu veux, je pourrais raconter après la suite de mon voyage à Stanford. J'ai été dans une conférence où ils distribuaient des boissons à base de microdoses de champignons qui sont même pas des champignons psychédéliques. C'est Et le 4, les RC au final, le 4-ACO-DMT, etc.
Non, c'est du lion's mane, donc c'est Ah, juste ok. un champignon. Ok, il y avait rien de psychédélique dans les Il y boissons. avait rien de psychédélique et par Ok, contre après le lendemain ils nous ont donné des boissons avec le même champignon mais du cannabis. Et là ok, il y ok. avait 2,5 mg de THC, donc Ok. c'est rien du tout aussi, c'est des microdoses. Euh, Ces boissons-là, elles sont vendues, je crois, 60 $ les 6. Ok, C'est de l'eau gazeuse avec ok. rien du tout dedans. Il y a 2,5 mg de THC, c'est Waouh, rien. C'est juste c'est de rien. l'eau avec du placebo et c'est vendu ce prix-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens aux États-Unis qui vont acheter ces boissons qui sont super jolies avec des couleurs et tout. Donc il y a vraiment un marché au-delà même du contexte médical dont on parlait. Il y a vraiment un marché capitaliste autour des psychédéliques qui est hyper présent et qui l'est de plus en plus. Et donc c'était juste pour compléter le fait qu'il n'y a pas de volonté de d'arrêter ce système-là. Au contraire, en fait, ils savent qu'il y a de l'argent à se faire. Et je t'écoute. Du coup, bah, par rapport à ça, aussi le fait, par exemple, qu'en France, le CBD est maintenant légalisé, si je dis pas n'importe quoi. Et du coup, dans ce CBD, il y a quand même un pourcentage de THC qui est autorisé, même s'il est très léger. Mais je me dis, au final, c'est comme si on a légalisé le THC pour les riches. Parce que quelqu'un de riche, il peut acheter une quantité énorme de CBD et du coup, en extraire le THC, s'il le veut. Il pourrait, s'il le veut, s'il est motivé. Mais en vrai, plus simplement que ça, la législation, elle est de toute façon une législation qui est à destination des pauvres et des populations racisées. Ça, c'est très clair aux États-Unis, mais c'est très clair en France aussi. Donc, le blanc riche trader ou je sais pas quoi moi, entrepreneur parisien, il va jamais se faire contrôler dans la rue, peu importe les quantités de cocaïne ou de cannabis qu'il pourra avoir sur lui. Donc la législation, elle est dirigée vers certaines populations. C'est une forme de contrôle social qui a été mis en place au début du XXe siècle, dont on a beaucoup de mal à se sortir, hein, parce qu'il est efficace malheureusement pour les politiques qui sont mises en place dans ce système-là. Donc oui, la législation, elle est faite pour protéger les riches et les blancs et pour mettre en prison les noirs, les arabes et les pauvres. Yes, ça, je suis totalement d'accord avec toi, surtout que moi, je suis originaire du Maroc. Et du coup, ici, bah, c'est un pays où tu t'en doutes, il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de corruption, etc. Et je connais des gens personnellement qui ont fait de la prison pour des quantités minimes de cannabis, des 10 grammes, 20 grammes de cannabis. Et quand tu sais que, par exemple, le kilo de hashish, il peut être acheté à 80 euros et tu te dis la personne, elle a été chopée pour 10-12 grammes, c'est moins d'un euro. La personne, elle va en prison pour moins d'un euro de cannabis dans sa poche. Et de l'autre côté, je connaissais aussi des gens qui étaient très riches et, par exemple, qui se sont fait choper avec d'énormes quantités. Je connais une personne qui s'était fait choper avec 100 grammes à l'aéroport. Elle avait oublié, enfin bon, elle avait 100 grammes sur elle à l'aéroport et la personne, vu qu'elle avait de l'argent, etc., elle s'en est tirée sans moindre souci. Alors qu'il y a des gens qui sont en prison pour 3 mois, 6 mois pour des quantités qui valent moins d'un euro. Et voilà, je trouve ça particulièrement choquant en vrai. Même sans parler de corruption, simplement si tu es en procès par exemple parce que justement tu avais des quantités de stupéfiants sur toi, si tu es pauvre, tu vas pas pouvoir payer un avocat, si tu es riche, tu vas te payer un super avocat qui va faire en sorte que tu iras jamais en prison. Donc ouais, ce système-là, il est malheureusement bien implanté. Yes. Bah, du coup, bah, je t'invite à raconter la suite de ton parcours après le colloque. Du coup, quand j'ai organisé mon voyage au Mexique, je me suis dit, bah, vu que je suis maintenant, quand je serai au Mexique, je serai plus très loin de San Francisco. Je vais aller direct du colloque jusque là-bas et puis je vais passer une dizaine de jours dans les archives. Donc le but, c'était d'étudier les archives de Betty Eisner, qui est une psychologue américaine qui a livré elle-même ses archives. Donc elle a constitué les documents qu'elle voulait donner et elle les a transmis aux archives de Stanford parce que c'est là qu'elle a fait ses études. Et donc moi, mon travail, ça a été de consulter ces archives-là pendant 10 jours entiers. Et il y avait une très grande partie des archives qui n'étaient pas accessibles normalement. On n'est pas autorisé à pouvoir les consulter parce qu'il y a les noms des patients qu'elle a pris en charge. Il y a aussi des enregistrements audio des thérapies qu'elle faisait avec ses patients. Donc tout ça, c'est évidemment
Il y a des législations très strictes hein, pour pas donner accès à tous ces contenus. Donc j'ai dû faire un dossier de demande qui m'a été accordé et j'ai eu la très mauvaise surprise de me rendre compte de la quantité d'archives qu'il y avait dans ce lot. D'habitude, quand on est historien, historienne, les archives, c'est un peu des moments décourageants pour l'effet inverse, c'est-à-dire on se dit ouais, je vais trouver plein de trucs. Et en fait, dans les archives, il y a un tout petit carton comme ça et puis il y a rien du tout de ce qu'on cherchait. Et là, c'est la première fois que ça m'arrive. Je suis confrontée à une quantité de documents que je ne pouvais pas prévoir. Et donc, je pense avoir consulté un tiers à peu près là des archives qui sont disponibles en 10 jours non-stop en fait. Dès que ça ouvrait, j'étais là et j'étais là jusqu'à la dernière seconde où ça fermait. C'est très frustrant. J'espère que je pourrai revenir dans ces archives à un autre moment parce que il faudrait que j'arrive à avoir une image un peu plus globale de tout ce qu'il y a là-dedans. J'ai à peu près tout vu, enfin tout feuilleté, et j'ai pas pu m'arrêter pour lire. Et donc dedans, il y a des lettres. Oui. Juste, merci, ça me fait rire. Juste, pourquoi les archives, justement, bah, c'est pas numérisé, accessible plus facilement, même à tout le monde. La numérisation, ça coûte très cher. D'abord, c'est des grosses. J'ai travaillé, j'ai fait ça pendant 4 ans à la fac d'Aix-Marseille. J'ai fait de la numérisation. Donc, on numérise d'abord les livres, en fait, les choses qui ont été publiées, qui ont été imprimées, parce que c'est ça, l'urgence, c'est de protéger tous les livres. Je sais pas si tu imagines les milliers de milliards de livres qui ont été publiés dans l'histoire de l'humanité. Donc, c'est ça qu'on essaye de protéger en premier et de numériser en premier. Ensuite, les archives des gens, c'est je sais pas si tu as déjà vu la BNF à Paris, la Bibliothèque nationale de France, ce bâtiment-là, je sais pas si. En fait, il faut se représenter là juste les archives d'une personne, donc de Betty Eisner, ça prend la taille d'une pièce entière en fait de documents et de feuilles qui sont juste des feuilles A4 de papier hyper fines. Bah tu remplis une pièce entière de feuilles comme ça. Donc à numériser, ça prend un temps qui est infini. Donc il y a une partie des archives qui progressivement commencent à être numérisées. Par exemple sur Gallica, j'ai A2LICA, c'est un site français de la BNF, justement de la Bibliothèque nationale de France. Tu trouves de plus en plus d'archives, mais c'est ça, voilà, ça demande du temps, ça demande de la place aussi de pouvoir numériser tout ça. Euh, donc on ne numérise pas vraiment les archives personnelles ou petit à petit. Et puis en plus là, pour le coup, pour cette personne-là, c'est une personne qui est décédée en 2004. Donc la majorité de ces archives ne peuvent pas être numérisées parce que sinon ça veut dire que tu donnes accès à des contenus qui sont restreints pour le moment et qui vont le demeurer pendant environ 70 ans après la mort de la personne pour protéger le nom des personnes qui sont dedans. Par exemple, si elle écrit dans une lettre telle personne est un gros connard, ben on va protéger la personne. Il faut pas que ça soit mis Le en gros ligne connard, et j'ai qu'on compris, voit ouais, que, ouais. voilà, pour protéger le gros connard. On sait pas, nous, si c'est un gros connard ou pas. Peut-être c'est elle qui est une grosse connasse, tu vois. Donc, il faut faire très, très attention avec les informations qui sont dans les archives. Donc, ils peuvent pas numériser ça pour le moment. Et moi-même, j'ai avec moi une machine à numériser parce que sinon, ça prend trop de temps. Ou sinon, il faut que je prenne en photo chaque document. Donc il y a une partie de ces archives que j'ai eu le droit de numériser, mais les trois quarts qui sont privés, qui sont restreints et pour lesquels je peux juste lire et prendre des notes avec un crayon. C'est tout. Ok, ok, je vois. Et du coup, la maison de Shelgin, c'était comment? Et du coup, j'organise une exposition qui va commencer en janvier de l'année prochaine. Je peux pas trop en parler pour l'instant, c'est complètement secret, mais les gens qui organisent cette exposition, quand je leur dis, oh bah voilà, maintenant je suis à Stanford, je fais mes archives, ils me disent, mais attends, je peux te mettre en contact avec la fille de Anne Shulgin, si tu veux aller visiter leur maison et le laboratoire. Et du coup, j'ai eu cette chance-là de pouvoir aller être en contact avec Wendy Shulgin, du coup, et puis me rendre dans cet endroit. Donc c'est une très jolie maison qui est tout en haut d'une montagne à côté de San Francisco, qui est assez protégé. Donc, San Francisco, c'est quand même, et puis tout l'environnement, c'est la Silicon Valley et tout, donc c'est très habité. Et eux, ils sont du côté d'une montagne qui, justement, est beaucoup plus dans la nature.
Et dans leur salon, ils ont une immense baie vitrée. Enfin, ils avaient une immense baie vitrée qui donne sur la montagne d'en face. Alors, j'ai pas le livre, je peux pas le montrer là, mais la montagne qui est sur la couverture de Pikal et de Tikal. Donc, je savais pas que cette montagne qu'on voit sur la couverture, c'était la montagne qu'ils voyaient de chez eux. Et donc, Wendy nous a fait tout un tour de cette jolie maison et du jardin. Donc c'était hyper émouvant. Euh, Moi, j'ai pas lu Tikal et Pikal. J'ai travaillé un petit peu sur Anne Chalgin. J'ai fait sa page Wikipédia en français. J'ai traduit plusieurs articles aussi sur elle. Mais c'est voilà, c'est un couple sur lequel j'ai assez peu travaillé pour le moment. Je connais quand même bien leur histoire. Du coup, c'était très émouvant de pouvoir se retrouver dans leur maison. Et puis, ils ont vécu. Donc, lui, Shalvin, vivait à cet endroit-là enfant déjà. Et la maison que j'ai visitée moi, ils l'ont construite dans les années, au début des années 60. Et il a rencontré Anne Shalvin. Ils se sont mariés en 78 ou en 1980, je crois. Donc il y a vraiment tous ses souvenirs à lui, plus tous ses souvenirs de eux deux. Puis ensuite, quand lui est décédé, Anne, qui a vécu encore 8 ans dans cette maison. Donc voilà, il y a plein, c'était vraiment chez les gens, quoi. C'est pas du tout encore mis pour accueillir du public. C'est vraiment une maison que Wendy continue à venir nettoyer de temps en temps, et puis c'est tout, quoi, c'est dans son jus. Donc j'ai pu voir toutes les pièces, hein, elle m'a montré absolument toute la maison. Donc la pièce dans laquelle ils recevaient leurs amis, où ils faisaient les expériences avec les psychédéliques qu'ils testaient. C'est aussi dans cette pièce-là, donc c'est une pièce un peu bibliothèque avec une baie vitrée sur deux côtés, voilà, deux murs sur quatre qui sont en baie vitrée. Donc là aussi c'est très beau et puis il y a vraiment un- cet accès à l'extérieur qui est hyper agréable avec des grands arbres et tout et la montagne derrière. Donc c'est là qu'elle faisait, Anne, ses thérapies avec la MDMA, avec le 2CB. Le bureau après de Shulgin, qui est génial parce que il a tout gardé et il collectionnait tout ce qui pouvait être publié sur les psychotropes et les psychédéliques en particulier. Donc c'est des rayonnages de livres. On se croirait vraiment dans une bibliothèque ou justement dans un centre d'archives. Il y a encore son ordi avec les petits post-it et tout. Enfin, c'est vraiment comme s'il venait de quitter la pièce juste avant. Il y a plein de trucs super drôles partout. Il y a plein d'affiches marrantes, il y a plein de petits mots, il y a par exemple un interrupteur où c'est un mec qui ouvre son impair comme ça, et pour allumer ou éteindre, c'est au niveau du sexe. Donc c'est voilà, c'est hyper marrant. Il y a plein de petits détails comme ça partout. J'ai essayé d'en prendre le plus possible en photo pour vous le partager, pour le partager à tout le monde. Et puis pareil dans les dossiers, des trucs qu'il garde, il a nommé les dossiers genre journaliste de merde, euh, mec qui raconte n'importe quoi. Voilà, les dossiers sont vraiment hyper marrants aussi à consulter. Tout ça, justement, ça a été numérisé récemment. Ça va être donné aux archives de Berkeley, enfin à l'université de Berkeley. Je ne sais pas si ça sera accessible en ligne, je pense que oui. Donc ça va encore prendre du temps, hein, le temps que ça soit. Je crois que la numérisation est terminée, et maintenant il faut qu'ils classent pour donner accès, pour décrire ce que c'est qu'il y a dans les cartons, enfin dans les différents dossiers. Donc ça va prendre encore du temps, mais je pense qu'à terme, ça sera accessible en ligne. Donc là, il y aura une foule d'informations géniales. Puis j'ai vu leur chambre, c'est hyper aussi émouvant de voir ça. Et puis finalement, le laboratoire qui est tout petit. J'avais déjà vu moi des photos puis des documentaires. C'est vraiment tout petit, ça doit faire je sais pas, 5-6 mètres carrés. Et c'est couvert d'instruments de chimie que je ne saurais pas nommer. Il y a un tableau au fond, un tableau noir pour pouvoir écrire les formules chimiques. Il y a un énorme pot. C'était la première fois que je voyais ça. Je travaille sur le LSD moi depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Et j'avais jamais vu d'ergot de seigle. Et là, il y avait un pot comme ça, rempli d'ergot de seigle. Donc c'était marrant de voir ça pour la première fois. Et il y a dans ce laboratoire, il y a maintenant un nouveau chimiste qui est là depuis quelques années et qui continue à faire de la recherche.
sur les psychotropes et sur les psychédéliques. Et il était là quand j'ai visité, donc il nous a montré, il était en train de cuisiner. J'ai rien compris, hein. Je n'ai absolument pas compris ce qu'il était en train de faire. Je crois que c'est un analogue de la MDMA qu'il était en train de préparer. Voilà, je peux pas en dire beaucoup plus. Je ne suis pas assez compétente pour comprendre, en plus en anglais. Et il nous a expliqué aussi qu'ils sont en train d'essayer de faire un truc en nourrissant des cactus avec de la psilocybine synthétique pour voir si le cactus après peut devenir lui-même psychédélique. Voilà, donc voilà, ils font des recherches comme ça, toujours aujourd'hui. Et ce lieu, ils voudraient le... Moi, je croyais qu'ils voulaient en faire un musée à l'origine. Et en fait, pas du tout. Ils veulent simplement que ça soit un lieu ouvert pour faire des fêtes, pour faire des thérapies psychédéliques à terme. Donc, dans plusieurs années, quand ça sera autorisé en Californie, ils espèrent pouvoir recevoir à nouveau des gens et faire des thérapies dans la pièce mythique d'Anne Chalgin. Ils ont déjà fait plusieurs mariages à cet endroit-là. Donc voilà, ça va vraiment être un lieu pour les gens qui sont intéressés par les psychédéliques, les gens qui ont envie de faire vivre cet endroit. Donc je trouve ça super en fait que ça soit pas un truc qui devienne figé, mais que ça reste un endroit vivant comme il l'aurait certainement voulu. Et voilà, c'est un très très bel endroit. Si ça intéresse les gens, ils sont en train de collecter des fonds pour pouvoir acheter définitivement cet endroit et le mettre à disposition des gens. Et donc, si vous voulez aller voir le projet ou si vous voulez donner de l'argent, vous tapez Shulgin Farm, Farm, comme une ferme. Et voilà, le premier site que vous allez trouver, il y a plein de photos super dessus. Ce qui est drôle, c'est que si j'étais en mariage, les gens ils me retrouveraient dans le labo à lécher les tubes à essai comme ça, voir s'il a pas oublié un peu de 2CE, 2CP dedans. Bah, t'as les flacons, hein. T'as les Ah flacons ouais, en plus. partout sur les murs. Ah ouais, ouais, t'as des étagères avec tous les flacons. Là aussi, c'est pareil, je connais pas assez pour savoir, tu vois, de pouvoir me dire, ah tiens, ça, c'était ça. J'ai aucune idée, sauf si c'est libellé dessus. Mais il y a tous les flacons de produits. Ok, tu sais qu'en plus j'avais pensé à ce truc, à nourrir une plante ou un cactus avec quelque chose pour que ça donne un effet. J'avais déjà pensé, mais voilà. Ah bah c'est marrant. Je, Eh je, ben écoute, peut-être que dans quelques années, il y aura une étude. Le mec avait l'air de dire que ça allait pas marcher. Mais ils essayent quand même. Voilà. moi, ce que j'avais vu, je pense qu'il y a des gens qui font quelque chose. Peut-être je vais dire peut-être ça va pas être exact ce que je vais dire, mais je pense qu'il y a des gens qui, quand ils font pousser leurs champignons dans leur kit de champignons, ils rajoutent, si je me trompe pas, de la DMT ou 5-MeO-DMT, en tout cas quelque chose comme ça, dans le kit de champignons qui va pousser pour que le champignon absorbe ça justement. J'y connais rien. Peut-être qu'il y a une différence entre le champignon et le cactus, justement. Et du coup, peut-être que si tu nourris un champignon, ça marche, mais si tu nourris un cactus, ça marche ou Ça ça marche marche pas. pas. Je sais Ouais. pas. Je sais pas. En tout cas, ils sont en train de faire les expériences là. À suivre. Ok. Franchement, c'est grave intéressant. Surtout que moi, Shulgin, c'est quelqu'un qui m'a énormément passionné parce que le fait qu'il a créé tellement de molécules, toutes celles qu'on voit dans Tikal et Pikal, déjà celles qui ont été accessibles un jour ou l'autre au public, que ce soit, on va dire, sur des sites de RC, on va dire, dans le gris juridique ou complètement sur le darknet, dans l'illégal, il n'y a pas tant de molécules que ça qui font partie de Tikal et Pikal. Il y en a quand même pas mal, je pense. Par exemple, plus d'une dizaine de molécules de Pikal, plus d'une dizaine de molécules de Tikal qui ont été, on va dire, accessibles d'une certaine manière. Je sais pas si c'est le mot. Mais lui, dans son livre, c'est des centaines de molécules qu'il a fait. Et du coup, je me dis, C'est des milliers même, ouais. des milliers, waouh. Et je me dis, il y a tellement de choses à explorer qui, au final, elles sont pas accessibles. Genre, moi, quelque chose qui m'embête, c'est qu'au final, la recherche ou l'usage thérapeutique, il reste très limité. J'ai l'impression que c'est pas beaucoup de substances. C'est quoi? C'est LSD, champignons, ayahuasca, genre, on peut les compter sur les doigts de deux mains. Et ça, je trouve ça grave dommage, parce il y a pas mal de chercheurs, je pense, si je dis pas de bêtises, un Hans-Karl Lehner qui avait travaillé sur les thérapies psycholytiques, qui lui étudiait le 2CD, le 2CD. Et pour moi personnellement, j'ai testé vraiment beaucoup de ces molécules.
Et il y en a que j'ai adoré. C'est-à-dire, moi, ma molécule préférée, si je devais en choisir une seule, c'est le 2CE. Et le 2CE, elle fait partie de la Magical Half Dozen de Shulgin, où il y a pas mal de trucs comme la mescaline, le 2CB, etc. Et voilà, et le fait que des molécules qui peuvent avoir un intérêt thérapeutique très très intéressant, je trouve ça dommage qu'elles soient pas mises en avant en sortant des excuses de ouais, mais la recherche, on n'en est pas encore là, mais on n'en est pas encore là, bande de bâtards, parce que vous avez arrêté ça dans les années 70 et que pendant 40 ans, vous étiez là à vous torcher avec des feuilles de LSD, genre, c'est ça le problème. C'est très vrai. Après, le fait que ces substances, elles soient si chères, pour le milieu médical, les études cliniques qui veulent démarrer, ça peut aussi pousser les équipes à aller justement chercher des substances comme ça qui sont moins connues, parce que celles-là seront soit pas du tout fabriquées par l'industrie pharmaceutique, donc il faudra aller voir Des chimistes, des pharmaciens, des non, des pharmaciens. pharmaciens Ok, universitaires, tu ok, vois, ok. qui bossent. Donc là, la substance, elle coûte que le prix que ça a coûté pour la produire. C'est une équipe de Paul Brousse de l'hôpital en France à Paris. Ils ont du mal à acheter la psilocybine justement pour le prix. Et du coup, ils s'intéressent à d'autres molécules qui sont moins connues pour les faire fabriquer juste par un pharmacien universitaire et que ça leur coûte moins cher. Donc, peut-être que dans les prochaines années, ce contexte-là fera qu'on redécouvrira d'autres produits. Après, il y a vraiment très très peu d'études pour l'instant en fait sur les psychédéliques. Et donc, on est au tout début de la renaissance de ces substances, donc de l'étude de ces substances. Donc, pour l'instant, il y a quasiment que des études sur les principales substances, les substances les plus connues, mais dans les prochaines décennies, je vois mal comment on pourrait ne pas réétudier un certain nombre des substances, notamment qui avaient été proposées par Shulgin. D'ailleurs, quand on était dans son bureau, elle nous a montré les carnets de laboratoire où tu vois vraiment minute par minute les premiers essais et puis après les comptes rendus qui lui sont envoyés parce que lui diffuse après les substances à ses potes. Donc après, ses potes lui envoient les comptes rendus qu'ils font. Alors, je sais pas si tout est dans Pical et Tikal, mais dans les carnets de laboratoire, tu as vraiment les lettres qui lui sont envoyées par ses potes de description. Donc, comme ces documents-là, ils sont toujours accessibles, euh, ça va aider aussi la recherche à reprendre plus facilement et plus rapidement sur ces produits-là. Peut-être plus que des nouveaux RC qui sont créés aujourd'hui et pour lesquels là, on n'a aucun avis scientifique. En fait, c'est des substances qui sont créées en laboratoire à la chaîne en fait. Alors que là, pour le coup, on a pour ces substances-là des recherches expérimentales qui avaient été faites à un moment par un scientifique de renommée mondiale. Donc certainement que ces substances-là seront les premières à être réétudiées. Moi, dans ces substances, genre les RC, enfin, bon, ces substances, on va dire, moins connues, il y en a beaucoup que je trouve qui sont plus intéressantes que les substances, on va dire, qui sont utilisées. Par exemple, une qui n'est pas forcément plus intéressante, mais par exemple, un dérivé de l'LSD qui s'appelle l'ALAD, et par exemple, j'ai fait une vidéo sur cet ALAD, c'est un dérivé lysergique qui dure moins longtemps et qui est moins intense, moins anxiogène, etc. Et je trouve que c'est beaucoup plus adapté pour une introduction dans le monde des psychédéliques ou juste dans le monde des lysergiques. Et je trouve ça vraiment dommage de se dire qu'il y a des gens qui vont être traumatisés par le LSD. Bon, souvent l'erreur, elle vient pas du LSD, vient aussi du dosage, du set and setting, etc. Mais par exemple, j'avais une ex-copine qui ne supportait pas le LSD et qui, à des doses même légères, avait beaucoup de mal, alors qu'avec l'ALAD, elle pouvait partir dans un trip psychédélique sans être submergée, etc. Et au niveau des empathogènes, il y a des empathogènes qui se font beaucoup connaître, qui sont les benzofuranes. Du coup, euh, du coup, elle aussi, comme la MDMA, phénéthylamine liée aux amphétamines, si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Et le 6-APB et le 5-MAPB, c'est des versions de la MDMA qui sont plus longues, plus douces et qui ont une descente, en tout cas de mon expérience et de ce qui est dit en ligne, qui ont une descente plus gérable. Et voilà, et je suis convaincu que ces substances peuvent avoir un intérêt thérapeutique, ça reste mon avis personnel, supérieur à la MDMA. Et du coup, je trouve ça dommage
que pour l'instant, ce soit encore vraiment, vraiment limité. Oui, ça c'est quelque chose que dénonce beaucoup l'équipe de l'Imperial College et particulièrement David Nutt. Je sais pas si tu connais un peu les articles qu'il a pu publier là-dessus. C'est hyper intéressant. Je pense que ça t'intéresserait du coup de consulter ça. Je peux te les envoyer si tu veux après. Lui, il explique que l'utilisation de ces RC est souvent beaucoup plus sûre en fait que d'autres produits qui sont vendus euh, aujourd'hui et qui sont coupés, qui contiennent plein d'autres produits qu'on connaît pas et dont on connaît pas les interactions avec d'autres médicaments que pourrait prendre par exemple la personne. Donc oui, oui, il y a un enjeu double de santé publique avec ces RC. Il faut d'abord pouvoir les étudier juste pour savoir quel pourrait être l'impact sur la santé, parce que le fait qu'on ne les étudie pas, on n'a même pas ces données-là. Et comme c'est des modifications de molécules, bah, il y a peut-être des substances qui sont quand même assez dangereuses dans l'eau. Donc rien que ça, quoi, rien que de pouvoir avoir la connaissance de si c'est dangereux, si oui à quelle dose, avec quel type d'interaction. Et l'autre enjeu de santé publique, c'est pour les patients qui pourraient bénéficier effectivement de substances qui sont mieux adaptées à eux ou qui ont des propriétés qui sont plus spécifiques pour leur type de symptômes. Donc oui, c'est malheureux, mais petit à petit, je suis assez confiante en vrai. Je suis assez confiante. Je pense que dans les prochaines décennies, on va vraiment voir une évolution des données scientifiques et une évolution des représentations qu'on a sur ces substances-là. Il faut attendre que la génération euh, qui a été martelée, qui a grandi dans la guerre à la drogue, euh, parte, pour Meurt. dire ça gentiment, et laisse la place à d'autres générations qui justement ont plutôt grandi dans l'époque de remise en question de la dangerosité du cannabis, par exemple, dans les années 80 et les années 90. Et cette évolution-là générationnelle, elle va faire beaucoup, je pense. Et du coup, à part tuer les vieux, c'est quoi les conseils que tu nous donnes pour faire avancer la recherche psychédélique? Ne mettez pas ça sur les réseaux, j'ai eu assez de shitstorm pour les prochains mois. Excuse-moi, du coup, j'ai rigolé et j'ai pas entendu la fin de ta question. Qu'est-ce que tu quoi sur les psychédéliques? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire, on va dire, chacun à son échelle personnelle pour faire avancer la recherche psychédélique? C'est-à-dire, toi, par exemple, tu es historienne, moi, je suis youtubeur, du coup, je donne des informations aux consommateurs, aux gens curieux, mais on va dire quelqu'un qui juste, il aime beaucoup ces substances de par son expérience personnelle, comment il pourrait faire avancer peut-être pas la recherche psychédélique, mais la renaissance psychédélique? Bah, je pense que simplement en s'informant petit à petit et en partageant de temps en temps des contenus qu'on trouve intéressants sur ces substances-là, moi, j'utilise vraiment beaucoup les réseaux sociaux. C'est quelque chose dans lequel je crois énormément. Je pense que les gens, ils ont envie de s'informer et ils ont envie de suivre des contenus qui sont intéressants, comme le tien, comme plein d'autres comptes sur les psychédéliques. Donc, faut pas hésiter à partager parce que les réseaux sociaux, c'est une vraie caisse de résonance pour malheureusement plein d'informations de merde, mais aussi pour plein de très bonnes informations. Donc il faut pas hésiter à partager et à parler de ces substances, que ce soit de manière numérique ou en vrai avec sa famille, avec ses proches, avec ses amis. Moi, j'ai de plus en plus de gens qui me racontent que leurs parents âgés, donc des gens qui ont 60, 70 ans, ont lu un article sur les psychédéliques qui les a beaucoup intéressés et que ils aimeraient bien faire l'expérience, alors que c'était des gens qui n'étaient pas du tout dans ces milieux-là, pas du tout psychonautes. Il y a aussi des gens qui sont en fin de vie ou qui s'approchent de la fin de vie et qui se questionnent un peu sur comment j'ai envie de vivre cette fin de vie. Est-ce que j'ai envie d'être en EHPAD ou est-ce que j'ai envie de finir ma vie à la maison, ce genre de questionnement, et qui tombent en faisant des recherches sur ces sujets-là, qui tombent sur l'usage des psychédéliques dans le cadre de la fin de vie, et là aussi que ça intéresse, alors que, encore une fois, ils n'étaient pas du tout dans ces domaines. Donc c'est bien d'avoir euh, un discours qui s'ouvre, et pour la recherche médicale plus spécifiquement, ce qui compte beaucoup, et ça vraiment on le voit, mon expérience, mais l'expérience de plein de gens, parlez-en à vos médecins. Le nombre de thérapeutes que j'ai rencontrés depuis là
4-5 ans, même pas, plutôt 3-4 ans, qui, qui m'ont dit, je me suis intéressée aux psychédéliques parce que un de mes patients m'a dit, j'en prends et c'est pas dangereux et vous devriez revoir vos a priori sur ces substances-là, ou des psychiatres qui me disent, j'ai découvert les psychédéliques parce qu'un de mes patients m'a dit, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Je prends des psychédéliques et je sais que vous n'avez pas le droit d'en administrer, mais est-ce qu'on peut faire des séances où je vous parle de ce qui a émergé pendant mes expériences avec psychédéliques? Et du coup, ça les a fait réfléchir et ils ont lu des trucs. Donc je pense que vraiment, ça, très clairement, parler des psychédéliques et de vos consommations avec votre thérapeute, c'est ce qui va faire le plus évoluer la médecine, dans quelque pays que vous soyez. Parce que ça, les médecins, c'est des scientifiques. Alors il y a une partie des médecins qui sont très cons et qui restent dans leur truc de c'est des drogues et c'est pas bon, etc. Changer de médecin. Mais il y a la plupart des médecins, c'est des scientifiques en réalité. Et s'ils tapent psychédéliques maintenant sur Internet, dans les moteurs de recherche qui sont accessibles aux médecins, ils vont voir des études cliniques, ils vont voir des sources qui sont légitimes à leurs yeux et qui vont leur permettre de faire évoluer leur représentation. Donc n'hésitez pas vraiment, je pense que c'est ça le plus important. Après, juste pour dire un petit attention, il y a quand même des situations où, par exemple, un médecin peut avoir un certain, on va dire, pouvoir sur vous. Et je pense que ça peut être risqué dans certaines situations. Genre, je pense qu'il y a des gens qui ont déjà dû être envoyés en hôpital psychiatrique parce qu'ils ont parlé de leur consommation de substances à leur psychiatre, par exemple. Alors je connais pas de cas comme ça, effectivement, j'y avais pas pensé et je ne sais pas. Je ne sais pas si un médecin peut envoyer quelqu'un en hôpital psychiatrique parce que cette personne a témoigné d'usage de psychédéliques. Effectivement, si vous avez un passé enfin, si vous avez des troubles psychiatriques, des maladies psychiatriques, vous n'êtes pas la meilleure personne pour en parler au médecin parce que pour l'instant encore, même dans les études cliniques, ils se protègent beaucoup sur ça, en excluant, dans la plupart des panels, pour l'instant, on exclut toujours les personnes, soit qui sont schizophrènes par exemple, ou qui ont des personnes dans leur famille qui le sont. Donc, protégez-vous, ça c'est sûr. N'en témoignez pas si vous avez peur ou si vous pensez que ça peut vous nuire. Euh, il y a aussi plein de gens qui souffrent de pathologies mentales et qui disent que les psychédéliques, ça leur permet de mieux comprendre les symptômes qu'ils ressentent, de mieux gérer leur maladie. Donc, moi, j'ai pas du tout d'avis sur ça, c'est pas mon rôle. À nouveau, je suis historienne. Et effectivement, peut-être que ça peut être dangereux dans certains cas d'en parler. Ce que je disais, c'était plus dans une relation Scène, avec un ouais, médecin ouais. traitant ou avec, voilà, avec un médecin dans lequel on a confiance. Yes. Bah, ce que tu as dit sur les gens qui ont, par exemple, qui sont psychotiques, etc., je pense que c'est des gens qui, en soi, ils sont exclus de la recherche psychédélique parce que peut-être qu'il y a plus de risques, mais peut-être qu'il y a aussi plus d'intérêt, tu vois. Ça veut dire, moi, je m'étais un petit peu intéressé à ça et j'ai vu qu'il y avait un chercheur qui lui-même était bipolaire et qui étudiait, je pense qu'il était doctorant, et il étudiait l'ayahuasca et comment ça pouvait aider les gens bipolaires. Et voilà, du coup, j'avais fait une vidéo où je parlais de ça, entre autres. Et voilà. Et moi, personnellement, autour de moi, je connais des gens qui sont psychotiques ou ont des tendances psychotiques et qui vont me dire du bien de leur usage de psychédéliques. Mais je pense que justement, on ne peut pas généraliser. On ne peut pas généraliser, mais il ne faut pas aussi fermer la porte comme ce qui est fait un petit peu dans la RDR en général. Je sais que c'est peut-être pour sécuriser les gens, mais il dit souvent oui, si vous avez des antécédents de trucs psychiatriques dans votre famille, il ne faut pas y toucher du tout. Moi, je pense que c'est pas forcément la bonne vision à faire. Et je pense, j'avais entendu Olivier Chambon qui disait, bah, de toutes les façons, une personne qui a quelque chose de psychotique, ça va remonter à un moment ou à un autre. Du coup, à la place d'avoir une vision de non, faut pas que ça remonte, bah, autant que ça remonte et qu'on le gère en fait. Autant que ça remonte et qu'on le traite. Et il y avait aussi une étude que j'avais vue qui a été faite sur des enfants schizophrènes. Je pense que c'était sur Maps. C'était sur Maps que j'avais vu l'archive de l'étude. Et c'était des enfants assez jeunes, je pense entre quelque chose entre 8 et 13 ans comme ça. Et il y en a qui étaient vraiment très très gravement atteints. Et des thérapies au LSD, ça les a beaucoup aidés. Alors, plusieurs choses. Vas-y. D'abord, Chambon. Ouais. Euh,
Chambon fait partie des thérapeutes parapsychologues avec beaucoup de très gros problèmes dans ce qu'il raconte en général. Il n'est pas du tout spécialiste, il n'est pas du tout addictologue, il connaît rien aux substances psychotropes en général, donc ce qu'il raconte sur ces sujets-là, c'est n'importe quoi. Et par ailleurs, il plagie euh, des travaux d'autres chercheurs. Son premier livre sur la médecine psychédélique est quasiment entièrement plagié. Donc voilà, ça c'est vraiment une personne qui pour moi euh, est le type de personne qui nuise en fait au milieu psychédélique, plein de raisons, et notamment pour ça. Donc voilà, passons sur Chambon. Pour les personnes qui prennent des psychédéliques et qui ont des troubles psychotiques ou qui ont des pathologies psychiatriques de manière générale, mm, le principe de la réduction des risques, c'est de réduire les risques. Donc normalement, on n'est pas censé dire n'en prenez pas. Simplement de donner les informations pour dire peut-être qu'il y a une possibilité que ça déclenche une expérience psychotique chez vous. Donc c'est à vous de voir après si vous avez envie d'en prendre ou pas, mais il faut donner les informations à la personne pour qu'elle puisse faire en connaissance de cause. Donc moi je suis vraiment complètement dans cette direction de la réduction des risques et pour moi on ne doit jamais interdire à personne de prendre aucune substance, on doit simplement lui donner les informations pour qu'elle puisse consommer en conscience. L'étude dont tu parles sur les enfants, c'est des études qui datent des années 60. J'ai fait un webinaire, si tu veux, sur ça, sur les usages sur les enfants autistes, parce qu'en fait, ils disent schizophrènes parce qu'à cette époque-là, euh, l- la définition de schizophrène et d'autiste n'est pas encore établie comme on le fait aujourd'hui. Et donc, on considère que les enfants euh, sont d'abord autistes et ensuite deviennent schizophrènes. Donc en fait, que c'est un processus. Donc l'étude de MAPS dont tu parles, enfin c'est pas l'étude de MAPS, mais c'est sur le site de MAPS. C'est des études qui ont été faites dans les années 60 sur les enfants qu'on appellerait nous aujourd'hui autistes et pas schizophrènes, puisque la schizophrénie elle se déclenche plutôt plus tard à l'adolescence, et qui effectivement montraient des résultats plutôt positifs, même à haute dose et même donnés quotidiennement. Bon, ça, c'est des études qu'on n'est pas prêt du tout de refaire pour le moment. Après, le milieu médical s'est protégé au début, parce que pour les toutes premières études, il fallait pouvoir présenter des résultats qui soient le plus positifs possible pour relégitimer ces études. Donc, il fallait pouvoir dire, regardez, on a administré à 20 patients, tout s'est très bien passé. Laissez-nous refaire une étude avec 30 patients, s'il vous plaît. Puis laissez-nous faire une étude avec 50 patients. Donc ce processus-là, on est encore un petit peu dedans. On est encore dans le moment où il faut montrer patte blanche et il faut pouvoir dire, regardez, tout se passe bien. Les patients, ils n'ont pas d'effets secondaires, ils vont mieux. Donc s'il vous plaît, laissez-nous continuer à faire ce type d'études. Dans ce contexte-là, il fallait absolument enlever des panels les personnes qui pouvaient avoir une réaction négative ou une réaction trop intense ou une réaction psychotique à ces substances. Donc l'explication, elle est tout à fait rationnelle et c'est très bien que les premières études, elles se soient protégées de ça parce que si dans leurs 20 patients, il y en avait deux qui faisaient une crise psychotique, il n'y aurait jamais eu d'autres études derrière en fait. Ça, voilà, ils auraient complètement coupé derrière. Depuis quelques années, maintenant que, notamment en Suisse, en Angleterre, au Canada, dans plein de pays, ça s'est un petit peu apaisé, le contexte est un peu plus apaisé, il y a des études qui reprennent sur justement les bipolaires. La schizophrénie, je sais pas, mais je suis pas au courant de tout, je suis pas forcément toutes les nouvelles études qui sortent. Donc, progressivement, il va y avoir de plus en plus d'études sur ces populations-là, parce que c'était à l'origine les populations qui ont reçu le plus de LSD, notamment dans les années 50. Donc, on a toute une base en fait de recherche qui existe historiquement. Et donc maintenant, il va falloir refaire ces études-là pour voir si on arrive au même résultat. Mais les scientifiques n'empêche pas les personnes psychotiques d'avoir accès aux psychédéliques parce que c'est des mauvaises personnes ou parce que ils veulent limiter l'accès. Ils ont empêché pendant un temps pour mener les études pour qu'elles soient légitimes aux yeux des personnes qui décident des autorisations. Euh, voilà. Ok, bah merci beaucoup pour ça. Bah du coup, j'aurais une question à te poser. Si tu peux me répondre, qu'est-ce que tu penses des combinaisons de substances? Ça veut dire un trip, que ce soit dans une situation thérapeutique ou voilà,
quelqu'un qui le prendrait tout seul ou même récréatif. Qu'est-ce que tu penses des combinaisons de substances? Parce qu'il y a des combinaisons qui sont très connues, comme le Candy Flip, qui est LSD et MDMA. Il y en a des moins connus, comme le Nexus Flip, qui est MDMA 2CB. Et moi-même, personnellement, je m'intéresse énormément à une combinaison entre le Candy Flip et le Nexus Flip, qui serait un mélange, on va dire, de LSD, MDMA 2CB, ou sinon de lysergique empathogène et phényléthylamine douce proche du 2CB. Et j'ai vraiment l'impression, pour moi, que c'est un petit peu comme de la cuisine, dans le sens où chaque truc tout seul va avoir son intérêt, etc., mais ça reste limité, et qu'une combinaison de substances bien faite, intelligemment, avec toutes les règles de réduction de risque qu'il y a derrière, etc., peut donner quelque chose de très très intéressant, plus complet, etc. Du coup, avant que je te décrive un petit peu le mélange sur lequel moi je recherche, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis en général sur les combinaisons. Alors, la première chose, c'est que moi, je suis historienne, donc je peux pas réellement donner un avis, par exemple en termes de dangerosité, j'en ai aucune idée. Ce que je vois dans les études passées, c'est qu'il y a plein de thérapeutes qui ont fait des mélanges comme ça, parce que justement, c'est intéressant de travailler avec plusieurs substances qui ont des effets différents, et c'est pas forcément des cocktails d'énormes doses. Par exemple, Betty Eisner, sur laquelle j'ai travaillé là, elle utilisait des très faibles doses de plein de substances différentes, de la ritaline, de la méthamphétamine, du LSD, euh, des fois du gaz carbogène, donc du CO2. Voilà, et elle modulait comme ça pour arriver à produire enfin pas la substance, mais l'effet le plus bénéfique pour ses patients. Donc cette recherche-là, comme tu disais, de cuisine, là, je pense, elle est hyper intéressante et elle est nécessaire. Et en fait, la médecine, jusque, jusqu'au cours du XXe siècle, ça a été une cuisine comme ça. On a toujours essayé de manipuler les produits pour en faire un mélange qui soit bénéfique pour une personne donnée. Aujourd'hui, on est dans un système médical qui standardise. Donc, on dit, pour telle pathologie, on va donner ce médicament. Et on ne réfléchit pas à l'individu. On lui donne un truc standardisé qui peut-être ne va pas lui bénéficier ou qui va avoir des effets secondaires parce qu'il est cette personne-là à ce moment donné précis. Donc historiquement, on a toujours fait ça, on a toujours essayé de produire une substance qui soit bonne pour un patient donné à un moment donné. Donc je pense que c'est très bien de faire en tout cas de la recherche, pas m'exprimer pour les usages qui sont en dehors de l'espace clinique. Moi, je suis évidemment pour, encore une fois, pour l'usage récréatif entre très grands guillemets et pour des informations de réduction des risques. On connaît assez mal les interactions entre différentes substances, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui sont faites sur ça, parce que les substances qui sont consommées par les gens, bah, c'est pas les substances qui sont étudiées en laboratoire, puisque les substances en laboratoire, elles sont pures, et celles qui sont utilisées par les gens, elles sont pas forcément pures. Après, il y a aussi la question des interactions entre le régime en général de la personne et l'expérience qu'elle va vouloir faire. Donc, de manière tout à fait différente de est-ce qu'il y a des interactions avec des médicaments que cette personne pourrait prendre par ailleurs. Par exemple, si c'est une femme, est-ce qu'elle prend la pilule? Bah, peut-être que la pilule, ça va influencer sur un ou une autre substance qu'elle prend. En dehors de ça, l'alimentation peut avoir aussi un impact sur les effets qu'on va ressentir. Et par exemple, le jus de pamplemousse est Oui, super mauvais CIP quand on 3 à prend des... 4. Enfin, il n'est pas Donc, forcément mauvais. Il peut potentialiser ou réduire non, l'effet. Ça peut être dangereux, exactement, mais il peut. exactement. Voilà, ok, ok. En fait, le danger qu'il y a, c'est que comme ça, Peut on ne potentialiser. sent pas, on Ouais, peut ne pas sentir les effets, donc prendre des doses supérieures, et donc c'est un c'est des ça. dangers qu'il peut y avoir. Mais ça, c'est important aussi de savoir ça, en fait, de pouvoir étudier les interactions du régime alimentaire sur les expériences qu'on veut faire après. C'est ça. Mais là, il y a un champ. Un champ infini, c'est vrai. Bah, je pense que c'est vraiment important en termes de réduction de risque, parce que ce que tu as dit avec le pamplemousse blanc qui inhibe les enzymes, je pense CIP 3A4 et CIP 2D6, bah, des fois ça peut faire une potentialisation qui peut être dangereuse. C'est-à-dire j'ai vu des gens qui ont pris de la MDMA après le pamplemousse blanc qui ont eu qui ont eu des réactions problématiques. Le DXM avec le pamplemousse blanc, je l'ai testé personnellement, ça booste beaucoup les effets et je pense que ça pourrait surprendre quelqu'un qui prendrait une dose trop élevée.
Et une fois, par exemple, quand j'avais testé une microdose d'ayahuasca, du coup moi-même, et je savais qu'il fallait pas le mélanger avec la viande rouge, mais j'avais pas forcément bien cherché pourquoi, etc. Et j'avais mangé un petit peu de saucisse, et j'ai été malade, mais vraiment malade salement pendant un jour ou deux, je pouvais à peine me lever du lit, et pendant une semaine, j'étais pas bien, tu vois. Après, j'ai compris plus tard que c'était, je pense, des trucs tyramine, je sais pas si c'est le nom qu'il y a dans la viande rouge qui sont inhibés par les maoïs, etc. Et j'étais pas content. Je te jure, j'étais pas content. Je pense que j'aurais pris un plat complet parce que vraiment j'ai mangé deux trois saucisses, j'aurais pris un plat complet, j'aurais pu finir à l'hôpital, tu vois. Ouais, bah là, il y a un monde de recherche, et j'espère se fera un jour. Mais ouais. Yes. Et même en termes d'alimentation, bah, je pense que ça influence beaucoup. Une fois, j'avais fait l'expérience de triper à 3 jours de jeûne. Du coup, j'avais fait 3 jours sans manger et puis j'avais tripé. Et franchement, l'expérience, elle était beaucoup plus calme et profonde. Voilà, c'est pas quelque chose que je suggère ou quoi que ce soit. Je partage mon expérience. Mais l'expérience, j'avais beaucoup plus de facilité à méditer et lâcher prise. Et l'expérience était aussi beaucoup plus intense que dans une autre situation. Et des fois, juste l'alimentation, ça va délayer l'effet de la dose. Et on a l'impression que ça monte pas, qu'il n'y a pas d'effet. Et des fois, 1, 2 heures après, on se prend une claque monumentale parce qu'on a redosé tout derrière vu qu'on pensait que ça faisait rien. Et voilà. Et c'est des détails auxquels il faut faire attention. Et je pense que les grosses attentions, c'est on va dire tout ce qui est Maui, etc., comme l'ayahuasca avec tout, il faut faire très attention. Et le pamplemousse en particulier, il faut faire attention parce que ça agit quasiment sur toutes les substances, en tout cas beaucoup, beaucoup. Voilà. Et du coup, moi, le mélange que je recherche, du coup, c'est un mélange que j'ai commencé à explorer, je pense, dès 2016. Et du coup, comme je t'ai dit, je dirais de manière classique, LSD, MDMA, 2CB. Du coup, ça se base un petit peu sur le Candy Flip et le Nexus Flip. Du coup, par exemple, un Candy Flip, ça serait LSD avec 4 heures plus tard de la MDMA. Et un Nexus Flip, ça serait MDMA avec après et 2 heures, 2 heures et demie après 2CB. Du coup, dans le Candy Flip, l'idée c'est qu'une fois qu'on a atteint le plateau de l'LSD et qu'on peut accéder aux profondeurs, bah justement, la MDMA, avec ce qu'elle va faire chimiquement, ça va permettre une inhibition de la peur, une sensation de bien-être, une confiance en soi, une empathie plus grande avec soi-même et le reste. Et du coup, ça peut nous permettre de plonger plus profondément dans cette expérience psychédélique qui peut être flippante, parce que c'est assez flippant le LSD. Et d'un autre côté, le Nexus Flip, bah l'AMDMA le 2CB va continuer les effets empathogènes de l'AMDMA. Du coup, c'est très intéressant parce que l'AMDMA, il y en a pour 3 heures d'effet, ça redescend, et des fois la descente, elle est un peu rude. Et du coup, ça continue les effets empathogènes en étant plus doux, c'est-à-dire on n'est pas sur une MDMA très forte, mais on est sur des effets qui restent l'AMDMA. Et on part dans quelque chose de psychédélique. Du coup, je trouve que c'est intéressant en termes de thérapie, de rentrer justement avec la MDMA d'une manière très douce et se diriger vers les traumas, les peurs, etc. Et après, le 2CB, il permet d'utiliser ce matériel-là. Et du coup, on va dire dans le Candy Flip, le problème principal du Candy Flip, pour beaucoup, c'est la descente. Parce qu'on a la MDMA qui descend et c'est assez rude. On a le LSD qui descend et des fois qui est encore un peu là pendant que la MDMA descend, c'est très rude. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je me suis intéressé à cette combinaison des trois sur lequel j'ai fait pas mal de vidéos, j'ai interviewé des gens qui ont testé, etc. Parce que je pense que ça a quelque chose de très complet, dans le sens où on va d'abord accéder, on va dire, aux profondeurs avec l'LSD et voir un petit peu ces darkness qu'on a à l'intérieur. La MDMA, elle va un petit peu éclairer tout ça pour qu'on aille explorer et voir un petit peu toutes ces pièces fermées qu'on a laissées, tous ces traumatismes qu'on veut pas voir et tout. Et le 2CB va permettre après, parce que ça descend d'un coup. Et le problème du Candy Flip, c'est même s'il peut être très thérapeutique, c'est après que les gens, ils ont un peu un retour à la réalité sec qui leur font... ils ont même pas le temps d'apprécier ce qu'ils ont un petit peu exploré. Bah, le 2CB, ça permet de continuer les effets empathogènes et que ça descende en douceur, de continuer les effets psychédéliques et justement explorer ces zones qu'on aurait guéries, tu vois. Et voilà. Et du coup, c'est pour ça, moi, je m'intéresse en particulier
à ce mélange-là parce que je suis convaincu que ça peut donner, pour les gens qui ont assez d'expérience avec les bons dosages, etc., ça peut donner une expérience très complète qui, sur un aspect de découverte, sur un aspect de thérapie, sur un aspect d'éveil, peut être plus intéressante que d'autres gens qui ont une vision maximaliste, qui est une seule molécule, un dosage plutôt élevé pour avoir ce qu'on recherche, que ce soit la mort de l'ego, que ce soit beaucoup de choses. Je sais pas à quoi te dire, je pense que c'est des expériences qui sont très intéressantes et si j'ai quelque chose à te dire, c'est que c'est très bien que tu euh, parles de ces expériences et que tu les mettes en ligne ou pour les personnes qui le font de faire des trip reports parce que les scientifiques consultent en fait ces contenus. Donc, tu vois, il y a peut-être des scientifiques qui vont aller voir ta vidéo ou tes vidéos et qui vont être intéressés par les expériences que tu fais et ça va aider les scientifiques. Et les trip reports, c'est pareil, il y a plein d'études où il y a plein de scientifiques qui vont aller voir les trip reports, qui font des big data pour aller chercher les informations qu'il y a dans ces contenus-là pour en tirer des données scientifiques. Donc, c'est très bien, continue à faire ça. Merci. Bah, une personne que j'avais aussi recherchée, c'est Frédéric Fischer-Meckel. Si tu vois, c'est qui? C'est... Ouais, ouais, je l'ai rencontré. Ah, c'est vrai? Ouais. Génial. Trop bien. Bah, elle s'intéresse beaucoup au mélange en utilisant les trois molécules desquelles j'ai parlé. Et du coup, je veux savoir s'il y a ça en psychothérapie. Du coup, elle faisait ça d'une manière un peu inconnue, quoi. Et je voudrais savoir, est-ce que, par exemple, dans les recherches qu'il y a actuellement, ou dans les thérapies, est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir potentiellement voir bientôt, ou il va y avoir beaucoup de... Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, je pense que ça va arriver dès que, bah déjà, si la MDMA obtient l'autorisation de la FDA, là, dans l'année, ou on espère dans l'année, mais peut-être l'année prochaine, le fait que la MDMA soit autorisée en tant que médicament aux États-Unis, ça va ouvrir les potentialités pour l'étudier avec la psilocybine, pour l'étudier avec la DMT ou avec le LSD, ou d'autres substances d'ailleurs. Parce que effectivement, on a un certain nombre de thérapeutes et encore une fois des femmes, hein, puisque Betty Eisner dans les années 60 et Frédéric Michael Fischer en Suisse dans les années 90, mais même Anne Schuldin qui mélangeait MDMA et 2CB. Donc ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait par des personnes qui sont reconnues comme des professionnels reconnus et ça a été documenté. Donc on part pas de rien sur ces mélanges de substances. Donc oui, je pense que ça va arriver assez rapidement, d'autant plus qu'il y a beaucoup de gens comme toi et même les scientifiques eux-mêmes qui font ces recherches, qui prennent ces substances et qui les prennent pas seuls, qui les prennent en interaction avec d'autres et qui se rendent compte que ça peut avoir un intérêt de thérapeutique cette fois de mélanger la MDMA avec le LSD par exemple ou de mélanger du 2CB. Donc oui, oui, je suis assez confiante. Ok, bah Et je sais merci. pas s'il y en a Ouais. déjà. Je j'ai pas en tête d'études en ce moment, mais encore une fois, je connais pas toutes les études qui sortent ou qui se font en ce moment. Bah, il y avait une étude sur laquelle j'ai fait une vidéo qui parle du Candy Flip, mais le problème c'est qu'ils ont pris le LSD et la MDMA en même temps. Ce qui, au final, c'est pas traditionnellement comme ça les gens qui font les Candy Flip. Généralement, la MDMA c'est quelques heures après le LSD pour que les plateaux matchent. Et du coup, l'expérience a été faite avec la MDMA pris en même temps que le LSD. Du coup, c'est un petit peu la critique que j'ai fait sur l'étude, mais eux-mêmes dans l'étude, ils ont dit on refera probablement une étude en mettant la MDMA plus tard que le LSD. Là, en plus, en ce moment, en Suisse, il y a 25-30 thérapeutes qui sont autorisés à utiliser la MDMA et le LSD dans leur pratique avec les patients, donc en dehors d'essais cliniques. Et c'est fort possible que eux, ils utilisent déjà en fait les substances en interaction. Simplement, ils documentent pas pour l'instant, ils publient pas de résultats sur ces recherches. Mais dès que le contexte sera encore un petit peu plus apaisé, on verra aussi émerger certainement des recherches qui sont faites par... le problème, c'est qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites par des thérapeutes underground, donc eux ne pourront certainement jamais publier leurs résultats, mais il y a aussi de plus en plus d'expérimentations qui sont faites par les thérapeutes en Suisse ou peut-être un peu au Canada maintenant aussi, ou en Australie bientôt,
Là, il y a une semaine, la Thaïlande vient d'autoriser les champignons hallucinogènes. Donc voilà, il y a plein de thérapeutes en dehors d'essais cliniques qui vont se mettre à expérimenter les substances. Et donc, on va voir de leur côté des publications qui vont émerger assez rapidement, je pense. Bah, je suis content. En vrai, tu me donnes de l'espoir dans la suite qu'il y aura. Et toi, t'as parlé de quelques décennies pour les recherches. Moi, je dis à tout moment, ce qui est en train de se passer maintenant avec les thérapies et les recherches, à un moment, il y a, on va dire, le feu aux poudres. Et il y a moyen que ça aille très très vite sur quelques années, dans pas longtemps. Et je sais pas. Je sais pas si tu vois ça comme ça, mais Très, très, très difficile à dire. On a l'expérience du cannabis médical pour nous faire voir que ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps aussi. C'est ouais, possible. Et on avait beaucoup d'espoir pour la MDMA parce qu'ils ont fait donc MAPS, qui est l'association qui milite pour la reprise des études sur les psychédéliques et notamment de la MDMA, ont fait toutes les études, toutes les étapes pour l'obtention de l'autorisation de mettre sur le marché un médicament. Donc c'est 3 phases d'études. Et à la fin de la première étude de phase 3, normalement, n'importe quel médicament, une fois que la phase 3 est validé, et ben on met sur le marché le médicament, c'est autorisé. Et là, la FDA a demandé de faire une deuxième étude de phase 3. Donc rien que ça, tu vois, ça nous montre que le coût que ça représente de faire une étude de phase 3 sur de la MDMA, c'est faramineux. Donc ça a demandé des millions et des millions de dollars, des années de nouvelles études pour refaire une étude de phase 3. Et ça, il l'avait fini fin 2022. Et là, on est mai 2024 et la FDA n'a toujours pas autorisé la MDMA. Donc, oui, il y a un potentiel de chance que ça aille très vite, qu'il y ait des trucs qui débloquent et que assez rapidement ça aille vite et qu'on ait accès. C'est peut-être pas une bonne solution parce que le milieu médical n'est pas du tout préparé pour accueillir ce type de thérapie-là. Il n'y a pas de médecins qui sont formés. On voit apparaître des cas au Canada. Il y a quelques cas là qui ont été mis en avant par un chercheur qui s'appelle Jules Evans, un article hyper intéressant qui montre que il y a certains médecins qui sont autorisés à faire des thérapies avec psychédéliques aujourd'hui au Canada, qui font ça dans des centres commerciaux, dans une toute petite pièce où il n'y a même pas la place de mettre le lit sur le mur, donc le lit est tourné, quoi. Donc tu rentres dans la pièce et t'es tout de suite dans le lit. Les patients sont laissés tout seuls. Il y a plusieurs patients qui font des expériences en même temps. On entend le bruit parce que c'est des murs en placo, donc on entend tout le bruit de l'extérieur. Donc c'est des conditions qui sont très difficiles parce qu'on veut réduire les coûts, encore une fois, dans un contexte euh, capitaliste. Donc si on va trop vite, c'est pas forcément la bonne solution. Et c'est ce que critique beaucoup Nietzsche et Devenot, dont j'ai parlé au tout début de la présentation là, de notre discussion. Vraiment, je recommande tout le monde d'aller voir, si vous parlez l'anglais, si vous lisez l'anglais, d'aller voir un peu ses recherches. Elle a des vidéos aussi sur YouTube. C'est très intéressant ce qu'elle montre de si on va trop vite, on risque de pénaliser les patients en fait et de les mettre dans des conditions où ils vont être avec des thérapeutes qui sont pas du tout formés, dans des lieux qui sont pas du tout adaptés pour l'expérience psychédélique, avec des séances d'intégration qui sont réduites au minimum parce qu'on veut réduire les coûts. Or, c'est ça qui va vraiment avoir l'effet thérapeutique le plus intense, l'ancrage en fait de tout ce qu'on aura, de tout ce sur quoi on aura travaillé pendant l'expérience psychédélique, c'est après en fait que ça s'ancre. Voilà. Donc aller trop vite, c'est pas la bonne solution. On a des exemples qui nous montrent que ça peut aller très lentement aussi. Donc c'est pour ça, moi je dis plutôt plusieurs décennies. Euh, et dans ces décennies-là, je compte aussi évidemment l'évolution de la législation pour que ces substances ne soient pas réservées à un usage médical thérapeutique fait par des médecins officiels dans des cliniques ou des hôpitaux, mais puissent être accessibles à n'importe qui veut en faire l'expérience, avec, encore une fois, les connaissances qu'il faut pour faire cette expérience dans un contexte sûr. c'est ça. Bah, je suis complètement d'accord avec toi sur ça. Peut-être faudrait faire un permis de triper, où quelqu'un doit remplir un Ouais, QCM, je tu pense que vois. c'est une bonne idée. Je pense que ça peut être une bonne idée. Après, ce que tu m'as raconté, c'est surprenant des gens qui tripent dans des supermarchés.
parce que c'est vraiment anxiogène comme endroit. J'avais vu une vidéo sur YouTube des youtubeurs américains qui, je pense, pour délirer, ils ont dit on va triper dans un supermarché, mais voilà, on est très très Alors, loin c'est du pas cadre. dans le supermarché, mais c'est une galerie commerciale, en fait. Ok, ok. Donc, t'as des boutiques, et à un moment, t'as une boutique, c'est le centre pour l'administration de psilocybine. Donc, tu rentres là-dedans, t'as une personne à l'accueil qui t'envoie dans une pièce, et c'est dans cette... Donc, c'est pas au milieu, enfin, c'est pas ouvert, quoi, mais... Ça, c'est rassurant quand même, parce que t'imagines, t'es là en train de triper, quelqu'un te dit vous avez pas vu les pattes Genre, non, compliqué, tu vois. Ah là là. Mais non, là, ça serait vraiment Bah, pas le bon setting. tu sais, j'ai encore plein de questions pour toi, mais je pense que le temps que tu m'as donné est fini, parce que vous savez, Zoé m'a dit, on a 90 minutes, c'est un match de foot, on est dans le temps additionnel, hop hop hop, tu vois. Et du coup, du coup, bah, vu que Parce que j'ai déjà fait une autre vidéo qui a duré 3 heures, et franchement, après, j'étais morte. Et en plus, faut que je bosse quand même dans ma vie. Donc, je peux pas non plus consacrer autant de temps que je voudrais. Même si la discussion est passionnante, il faut que je mette des limites. je comprends, bah dis-toi, moi ça m'a fait très plaisir. On a parlé de beaucoup de sujets, c'était très intéressant du début à la fin. Et du coup, bah j'aimerais bien te revoir ici pour te poser d'autres questions un jour si tu as envie, si ça t'a plu. Et du coup, voilà, bah je pense, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, on va dire au revoir aux abonnés. Enfin, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et puis, je serais ravie de revenir quand j'aurai fait d'autres aventures, si tu veux. Je viendrai te raconter tout ça. Pas Bravo pour tout ton travail aussi. Merci, bah bravo à toi, bravo de faire avancer tout ça. Du coup, pour les curieux, je vous laisserai dans la description le site de Zoé Dubus et une playlist YouTube qu'elle a fait où elle a regroupé ses propres conférences. Et du coup, voilà. Merci tout le monde. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et ciao ciao. Hasta la vista.